Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la première de l'année. Je sais pas ce que ça change mais c'est la première de l'année, soulignons-le quand même, allez voilà. Et pour la première je me suis dit petite foire aux questions parce que ça fait longtemps et en fait je me suis rendu compte que les foires aux questions c'était un genre de vidéo que j'adorais regarder chez à peu près tout le monde. Voilà, j'aime bien parce que les gens vont aborder des sujets du coup qu'on leur a posés en question et c'est pas forcément des sujets qu'ils aborderaient autrement dans une autre vidéo. Donc ça te permet de connaître ou connaître un peu mieux la personne que tu suis. Pour les nouveaux qui arrivent, je me dis que c'est une façon de faire connaissance et pour les anciens c'est peut-être aborder des sujets que j'ai pas abordés soit depuis très longtemps, soit très rarement. Alors c'est la première vidéo de l'année, donc ne m'en demandez pas trop, hein. J'ai carburé toute la journée. La première question est la suivante. Je me rappelle de ta routine lecture lorsque tu étais enceinte d'Alice. À quel point a-t-elle été modifiée depuis? Je vous la laisse dans la barre d'infos et dans le petit si j'y pense. J'avais fait au moment de ma grossesse en effet une vidéo routine de lecture parce que c'était une vidéo qui m'avait été très demandée à l'époque. Bien sûr enceinte, et bien le bébé n'était pas encore là, donc j'avais des journées qui étaient rythmées différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ma routine lecture, elle reste un petit peu la même que celle que je vous avais présentée à l'époque. Elle a beaucoup changé en 3 ans et demi, mais principalement on va dire que c'est plus ou moins la même, parce que je suis quelqu'un qui lit énormément le matin ou le soir. Je suis quelqu'un qui aime se lever tôt, me lever tard, ça veut dire que j'ai déjà grignoté un bout de ma journée et que j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment être profiter, on va dire. Donc quand je travaille, je me lève à 6h15, qu'importe que je travaille à 8 ou à 9h, et quand je ne travaille pas, sauf le dimanche, je me lève à 7h15. Parce que comme ça, je me dis j'ai en tout cas 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour me poser dans mon canapé, mon thé, mon café, des chats, la couverture, je suis encore en pyjama et je suis là et je bouquine un moment avant que toute la maison se réveille en fait. Si je le faisais pas et que je me réveille en même temps que ma fille, ce qui nous arrive le dimanche par exemple, parce que Alice ne se lève pas spécialement tôt, elle se lève vers 8h30, 9h on va dire, et du coup c'est elle qui me réveille. C'est ces bruits, c'est le fait de l'entendre parler, chantonner, là je me dis ok... enfant réveillé, maman aussi. Donc je me lève et je vais m'occuper de ma fille, petit déjeuner, etc. Quand c'est le papa qui s'occupe de ça, qui s'occupe du lever, moi je peux pas rester au lit en fait et me dire oh je reste au lit et puis je bouquine, etc. Parce que je les entends au salon, ils préparent le petit déj et tout, donc en fait j'ai envie d'être avec eux, j'ai pas envie de rester toute seule dans mon lit. Ça m'arrive quelques matins mais c'est vraiment exceptionnel. Je profite donc de me lever plus tôt que tout le monde pour avoir le temps d'avoir un peu de calme aussi. Voilà, pas un bruit, juste le ronron des chats, ça fait du bien. C'est une façon très douce en fait de commencer la journée. Et quand je travaille et que je me lève à 6h15, j'ai un petit peu moins de temps selon si je commence à 8 ou 9h. Mais ça me permet quand même de lire en tout cas, je dirais 30 minutes. Et rien que lire 30 minutes, ça fait du bien. Ça me permet de commencer ma journée de façon très calme, très positive. Pas tout de suite dans le rush de je dois me préparer, je dois manger, je dois truc machin. Voilà. Et pour le soir, ça va être un peu la même chose, j'attends que tout le monde soit couché, enfin en l'occurrence l'enfant, donc j'attends qu'Alice soit couchée, ensuite je me pose minimum, je dirais, minimum 1 heure dans mon canapé, je me pose, encore une fois, la petite tisane, les chats, etc. Donc en fait je reproduis plus ou moins le schéma du matin pour le soir, et une fois cette heure passée, je m'occupe d'autres trucs, vraiment faire des trucs encore autre chose, mais rien que pour moi, ça va être d'autres activités, mais rien que pour moi. Par exemple, voilà. Donc ça, c'est mes moments routine lecture, et après, il y a la petite lecture qui est juste avant de dormir, mais celle-ci en général, elle fait pas très long parce que j'ai les yeux qui tombent et j'ai les lignes qui se croisent et je comprends plus ce que j'ai lu. Donc ça, en général, c'est quart d'heure, 20 minutes avant de m'endormir. As-tu un secret pour aimer les dimanches? Je les déteste et j'en souffre même. Oui, j'ai longtemps été comme toi, je n'aimais pas du tout les dimanches. L'espèce de stand-by, de pause qu'il y avait les dimanches, ça me procurait une certaine gêne. À un moment donné, j'étais très anxieuse. Et puis il y a ce côté angoisse justement du lundi matin qui arrive. J'ai souvenir de ces dimanches soirs vers 17h. Tu sens que c'est la fin de ton week-end, que tu peux plus vraiment entreprendre de nouvelles choses. Et tout d'un coup, il y a le couperet qui tombe, t'as oublié de faire un devoir pour demain. C'est vraiment des souvenirs d'enfance et d'adolescence que j'ai, où vraiment à cette heure-là, il y a tout qui part en sucette et je profite plus du tout de ma fin de journée. Avec le temps et le fait aussi que j'ai arrêté l'école depuis 10 ans maintenant, que je suis plus en études, que j'ai vraiment commencé à avoir des autres rythmes de vie, ça m'a beaucoup aidé. Et
Aussi le fait que je ne travaille pas les lundis, donc forcément ça aide. J'ai des semaines qui commencent que le mercredi. Donc ça, j'avoue, c'est quand même vachement cool pour commencer et avoir un dimanche vachement plus serein. Je bosse peut-être le samedi, mais moi, mon vrai week-end, il commence à partir de dimanche matin, quoi, on va dire. Alors je me souviens que avant, quand j'avais les congés, par exemple le mercredi, donc je bossais le samedi, j'avais congé le dimanche, je rebossais le lundi. C'était un petit peu stressant quand même parce que tu te dis mince, j'ai qu'une seule journée vraiment de pause dans mon week-end, donc comment je vais m'en occuper? Tu profites en général de ton autre jour de congé pour faire tout ce qui est courses, ménage, etc. Donc vraiment, le dimanche, à ce moment-là, c'est toujours un petit peu le cas, j'avais instauré que c'était 100% moi. À l'époque, j'étais célibataire, j'étais toute seule chez moi et je ne sortais pas. Je ne voyais personne le dimanche. C'était moi, rien que moi. Des fois, on me proposait de faire des trucs et j'avais vraiment le courage de répondre non. Pas aujourd'hui. Un soir dans la semaine si tu veux, enfin vraiment, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est, si j'ai envie de me faire 12 heures de série télé, je me fais 12 heures de série télé. Si j'ai envie de voir personne, de parler à personne, de parler toute seule, de chanter, de danser dans mon appart, etc. Je faisais ce que je voulais. Et je tenais pas compte des horaires en fait. Je mangeais quand j'avais faim, je regardais pas l'heure. Voilà, c'était mon truc, je regardais pas l'heure le dimanche parce que je savais qu'à 17h j'allais déprimer sinon. Et aujourd'hui on a tellement une autre dynamique que forcément c'est radicalement différent, mais ça m'aide quand même en fait d'être un peu comme ça encore les dimanches. Voilà, le dimanche c'est les journées pâtisserie, c'est les journées où on se dit qu'on va aller faire une balade en forêt, où tout d'un coup on se dit bon la sieste de cet après-midi, y a pas besoin, on va aller faire un grand tour, une grande balade, c'est le jour un peu exceptionnel de la semaine maintenant. Donc voilà. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais c'est comme ça que moi j'ai appris à l'aimer. Ton moment de libraire qui t'aura marqué cette année? Je sais pas. Quel est le moment marquant cette année? On est dans une petite ville aussi, donc forcément on n'a pas des choses... les choses exceptionnelles n'arrivent pas forcément tous les jours. Et là en 2019, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des trucs très... Je dirais que ce qui m'a marqué, c'est qu'on a été super productifs, tout en ayant une bonne ambiance et en étant... Il me semble en tout cas tous contents de venir travailler, d'être dans l'équipe qu'on est. Ouais, je dirais que mon moment marquant c'est ça en fait. Je suis une jeune maman et j'aimerais savoir comment tu as vécu la première année de ta fille. Alors, je te renvoie à la vidéo qui est cachée, mais je te la mets en barre d'infos, tu pourras y accéder comme ça, ou alors je vous la mets là-haut. Oh, je me trompe, là-haut je crois que c'est. Je saurais jamais. J'ai fait une vidéo cachée donc au sujet de ma maternité qu'on peut voir uniquement en ayant le lien. Elle apparaît pas sinon sur la chaîne autrement. Je parle à la fois de ma grossesse, de mon accouchement et plus ou moins des premiers mois de ma fille, mais si tu veux vraiment que je résume rapidement sa première année, je dirais que jusqu'à ce qu'elle fasse ses nuits, donc 1 mois et demi, pour nous en l'occurrence, ça a été très très dur. J'ai hyper mal vécu, le premier mois de ma fille, c'était vraiment compliqué. J'avais mal, j'étais angoissée, j'étais anxieuse, j'étais pas bien, Je me voyais pas être une jeune maman comme ça en fait, si tu veux. J'avais vraiment la boule au ventre dès qu'elle se mettait à pleurer parce que j'avais pas l'impression de pouvoir atténuer ses pleurs, j'avais pas l'impression que je gérais comme il faut, j'étais pas très bien, voilà, honnêtement. Après par contre, ça s'est vraiment amélioré, mais j'ai vraiment des souvenirs de temps qui passe, mais tellement lentement. Je voyais mes journées avec ce petit bébé et je me disais mais y a rien, il se passe rien, on fait rien. On est là et je nous voyais dans un état végétatif limite. Mais non, après franchement c'est vraiment quelque chose qui s'est envolé, mais comme, voilà, j'y pense même plus en fait aujourd'hui. Comment dire, c'est du bonheur quoi, c'est du bonheur, mais je t'avoue, oui, ma première année de maman a été très compliquée. Si ça peut te rassurer, j'ai l'impression, moi en tout cas de mon point de vue, que ça s'améliore d'année en année. J'ai vraiment cette sensation, je gagne confiance, je sens que je suis à ma place et je suis qui je suis vraiment en étant une maman qui travaille, en étant une maman qui n'a pas allaité, en étant une maman qui avait des principes et qui les a perdus, en étant une maman qui fait des expériences et qui teste des choses et qui se rend compte que des fois ça marche et que des fois ça marche pas, en étant une maman qui a décidé de s'écouter et de pas forcément écouter tout ce qui se dit autour d'elle. Et en voyant ça, je me dis good job. Tu te fais la petite tape à toi-même sur l'épaule, là genre, allez, continue comme ça va le faire. Où en es-tu dans ta démarche zéro déchet? Je dirais que c'est un peu la démarche qui stagne. J'ai déjà mis en place beaucoup de choses qui me permettent de réduire nos déchets. Donc,
là maintenant on est un peu au rythme de croisière, quoi, on va dire. On sait ce qu'on va prendre au vrac, on sait ce qu'on va prendre à la boulangerie, on sait ce qu'on va prendre à la laiterie, on sait ce qu'on continue à prendre au supermarché parce que c'est quand même, ben voilà, gain de temps, etc. Donc il y a des choses qu'on pourra pas s'empêcher de continuer à acheter au supermarché. Maintenant, on va dire que j'essaye vraiment de tourner ma démarche plutôt vers le local, en fait. Je me dis, bon, ben, est-ce que je préfère privilégier du zéro déchet, mais qui vient de loin, ou est-ce que je préfère privilégier un truc emballé, mais qui vient d'ici, en fait. Je suis plutôt en train de me poser cette question-là, maintenant. Donc, des fois, ben, le tout va dans le sens que je veux, c'est local et c'est sans déchet, et des fois, ben, j'arrive pas. Donc, voilà, à ce moment-là, il y a une petite question qui se pose. Donc finalement, je vais pas forcément plus loin que ce que j'ai déjà mis en place, mais au moins je remarque que ce que j'ai mis en place, ben ça continue, et que c'est pas difficile, et que c'est pas un truc qui nous demande plus de temps, ou qui nous demande plus d'argent, ou plus d'énergie, ou plus d'efforts à faire, vu que ça fait maintenant, depuis que notre fille est née, donc depuis 3 ans, plus de 3 ans, qu'on fonctionne comme ça, et que ça a l'air d'aller, et que tout le monde va bien, et que nos économies vont bien, et que nos poubelles vont bien. Donc zéro déchet, je pourrais jamais, mais réduire mes déchets, je pense que j'ai réussi pour l'instant à atteindre le seuil que j'arrivais. Et si j'arrive à aller encore en dessous avec le temps, ben tant mieux. Mais je me mets pas la pression à ce niveau-là, j'essaye pas à tout prix de trouver des nouvelles alternatives. Je fais déjà comme ça. Es-tu épanouie dans ta vie de maman et de femme? Tu as trouvé un équilibre? Oui. J'ai vraiment trouvé l'équilibre, comme je vous disais avant. La première année de maman, ça a été assez dur, je cherchais clairement ma place, je tâtonnais, je me trébuchais, je tombais, tout ça, mais je me suis relevée et honnêtement, je me suis jamais sentie aussi bien que ces dernières années, que ces derniers temps. J'ai vécu une année 2019 super cool, où j'étais beaucoup plus zen, où j'ai appris à lâcher prise, où j'ai beaucoup plus eu confiance en moi, et ça pour moi c'est quelque chose de très difficile encore pour certains aspects. J'ai eu l'occasion vraiment de travailler avec des gens super qui m'apportent en fait tous les jours de la force, parce que la force tout seul c'est des fois dur de s'en donner, mais quand autour de toi t'as des gens qui t'en apportent, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est vachement plus motivant. On a des projets pour 2020, on est content en fait dans nos vies, voilà, on a accepté aussi des fois certaines choses, l'acceptation en fait de projets ou de façons de vivre et tout qui ne verront tout simplement jamais le jour, et plutôt que d'essayer d'espérer encore et qu'au final ça nous fasse du mal, ben on s'est dit qu'on allait arrêter ça et qu'on allait accepter la chose telle qu'elle est, parce que on a essayé en fait toutes les possibilités qu'il y avait autour, ça ne fonctionne pas. Bon ben voilà, en fait c'est peut-être juste que ça devait pas se faire comme ça, donc autant accepter la chose telle qu'elle est et essayer de construire quelque chose de plus sain autour de ça en fait. Et on est content comme ça, voilà. Donc je te dirais que oui, j'ai trouvé un équilibre, que je suis contente dans ce que je fais, dans tout ce que je fais. J'ai arrêté d'accepter des projets qui ne me tentaient qu'à moitié, j'ai vraiment envie de me consacrer uniquement qu'aux choses qui me font 100% plaisir. Et si je remarque un truc, je me dis ouais ça pourrait être chouette, mais qu'au final je me rends compte que j'ai pas la pulsion, tu vois, qui me donne vraiment envie de le faire, ben juste je le fais pas. Avant des fois j'avais un peu trop tendance à accepter un peu tout, en fait je voulais contenter et satisfaire tout le monde, donc je disais oui. Avec ma fille aussi, je me suis mise beaucoup moins de pression cette année, j'ai dit tu sais quoi, vis ta vie, vivons notre vie, et si ça ressemble pas à ce qu'on voit dans, je sais pas, cette espèce d'idéal familial que t'as l'impression qu'on te balance des fois à la gueule comme ça sans que tu le veuilles, c'est pas grave. Tu sais quoi, ma fille, elle fait des trucs que des autres enfants font pas, et des fois, et je me rends compte que ça me fait plaisir. Et des fois, il y a des autres enfants, ils font des trucs trop cool que ma fille fait pas. Et c'est clair qu'à l'époque, en fait, en 2018 ou 2017, je me disais « Oh, mais non, mince, elle fait pas ça et tout ». Et ça me stressait, vraiment. J'étais pas bien parce que je me disais que je devais faire quelque chose de faux et tout. Et là, en 2019, j'ai fait comme ça, j'ai tout envoyé valser, puis j'ai dit tant pis. On a été chez la pédiatre là au début de l'année pour son contrôle des 3 ans. Elle va bien, elle est en pleine forme, elle est en pleine santé. Il y a des trucs qu'elle fait comparé à d'autres enfants qui ne le font pas, et il y a des trucs qu'elle fait pas comparé à d'autres enfants qui les font. Et honnêtement, moi, la pédiatre, elle me regarde, elle me fait « Mais c'est super, on s'en fiche, c'est pas grave. Elle finira par le faire, faut pas, voilà. » Et moi, le fait qu'elle me dise ça, je me dis « Oui, donc on est d'accord, j'ai eu raison en 2019 de juste lâcher la pression. » C'est un peu le problème que j'ai, je suis vraiment une comment on appelle ça ? Je sais plus.
C'est un truc sur lequel j'ai dû travailler sur moi-même parce que j'aime tout contrôler. J'aime que tout soit toujours, tu vois, comme ça. Tout, j'arrive pas à l'expliquer correctement. Je suis une control freak. Voilà. Tout va passer entre les mailles de mon filet et moi, j'analyse, je regarde et je fais en sorte que tout roule et que tout aille bien. Eh ben, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à tout faire et c'est pas grave. Voilà. Et le fait de m'en être rendu compte, enfin, je m'en étais déjà rendu compte avant, mais j'arrivais pas à lâcher prise en fait. Tu sais, je gardais l'os comme ça là et je rongeais. Au bout d'un moment, c'est bon, il y a plus rien, c'est dégueu, lâche. Et je m'en rendais compte ça, que j'étais en train de ronger un os qui n'avait plus aucune saveur, qui n'avait plus aucun goût, mais je n'arrivais pas à lâcher. Maintenant j'ai lâché. J'ai repris un qui était meilleur et là ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est dur de trouver du travail en tant que libraire en Suisse romande ? Ça va dépendre des périodes. C'est un truc dont je me suis rendu compte quand je cherchais du travail là, juste après mon accouchement. C'est hyper facile de trouver du travail en tant que libraire du moment que les rouages tournent. C'est un monde très petit, hein, parce que la Suisse est quand même divisée en plusieurs zones. La Suisse allemande, le Tessin, les Romanches, là-bas, tout au bout, et la Suisse romande qui parle français. Donc nous, on est une petite partie de la Suisse, en fait, finalement. Donc c'est clair que tu vas tourner entre quelques cantons, quelques villes, et c'est à peu près tout. Donc quand les postes sont établis et que personne ne bouge pour soit se diriger vers autre chose, soit partir à la retraite, eh bien les places ne bougent pas. Et du coup, c'est dur de trouver un nouvel emploi en tant que libraire en Suisse, à moins qu'il y ait des nouvelles librairies qui ouvrent et qui du coup engagent du personnel. C'est vrai que c'est difficile. Ce qu'il faut attendre en fait, et ça on sait jamais quand ça arrive, hein, c'est attendre que justement il y ait une personne qui bouge quelque part, et en général, ça fait tout bouger d'un coup. C'est un peu comme dans plusieurs domaines, je pense, hein, on n'est pas les seuls à avoir ça. Donc je te dirais que oui, selon les périodes, c'est dur de trouver, parce que tu vas juste te cogner à des endroits où il n'y a pas de place. Mais tout d'un coup, il suffit qu'il y ait une personne qui bouge à l'autre bout de la Suisse romande, bah ça va faire bouger tout le système, et tu peux trouver une place dans ta ville. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Je pensais surtout pas trouver une place de libraire dans ma ville. Je me suis dit, ça y est, je vais devoir bouger, prendre le train tous les jours, etc. Et en fait, coup de chance ultime, ben oui, il y avait une place qui se libérait au pourcentage que je voulais. Pouf, juste là. Enfin voilà, c'était le truc jamais vu, quoi. Coucou, ça te manque pas de faire de temps en temps des swaps ou un tag? Merci beaucoup, je t'adore, bisous, merci à toi. Les swaps, je continue à en faire un de temps en temps, un par année on va dire, celui avec Anaïs qui est fait pour nos anniversaires. Les tags, je sais pas si vous vous souvenez, c'était ces fameux questionnaires ou sortes de défis, etc. qu'on faisait autour du monde du livre sur nos chaînes respectives. Non, ça me manque pas spécialement, parce que c'était une époque, j'ai un peu l'impression. Voilà, c'était comme ça quand en 2013 jusqu'en 2016, on va dire, par là autour, j'ai l'impression que c'était vraiment la folie des tags, on en faisait tout le temps, moi je sais que j'en faisais, dès que j'en voyais un, je le reprenais. J'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, parce que ça m'a passé un peu, quoi, en fait. Je me rends compte que maintenant, moi, faire des vidéos, ce que j'aime, c'est ça, en fait. C'est pas me creuser la tête et puis me dire ah alors attends du coup dans telle catégorie je pourrais mettre tel livre et tout. C'est un truc que j'ai aimé faire, tu vois, mais aujourd'hui c'est plus forcément un truc que j'aime faire. Et je pense que c'est important de faire évoluer son contenu avec soi quand on est depuis longtemps sur internet et qu'on produit du contenu. Faut pas avoir peur de le faire évoluer en fait. Si les gens ça les intéresse pas ce que tu proposes de nouveau, c'est pas grave. Ils iront voir, ils continueront à aller voir un contenu qui les intéresse plus. Et par contre, toi, tu vas peut-être pouvoir toucher d'autres personnes qui avant te regardaient pas forcément parce que tu proposais justement du contenu qui les intéressait pas. Avant, tu sais, j'avais vraiment un calendrier, je me souviens encore, j'avais vraiment un calendrier, je mettais des post-it et tout, je disais bon alors là, je fais cette vidéo là. J'avais vraiment une vision de ma chaîne sur plusieurs semaines. Je faisais même parfois plusieurs vidéos par semaine, j'en pré-filmais beaucoup, je faisais beaucoup de montage. Mais ça aussi, c'est un truc au bout d'un moment, quand t'as d'autres préoccupations, quand t'as une vie de famille, tu choisis, tu préfères quoi? Tu préfères passer toutes tes soirées à faire du montage ou tu préfères te poser dans ton canapé et puis bouquiner? Moi, mon choix, il est vite fait, perso, mais c'est pas la première fois que je le dis, faire du montage, j'aime pas spécialement ça, donc si je peux éviter de couper à tout bout de champ et puis rendre ma vidéo super, avec des trucs, des effets, des machins, ça m'arrange. Donc ça me manque pas. Voilà, c'était pour répondre à la question. Ouh,
Ça aurait pu être plus court, hein. Tadadada. Une des questions qui est revenue le plus souvent, est-ce que tu écris parfois? Si oui, tu aurais envie de le partager ou pas? J'ai toujours dit que j'écrivais pas. J'ai toujours dit que j'étais pas douée pour ça. J'ai toujours dit que c'était un passe-temps qui m'intéressait pas spécialement. Que moi, ce que j'aimais, c'était lire ou écrire sur ce que les autres avaient écrit. Eh bien, il y a que les cons qui changent pas la vie, non? Comme on dit. C'est un truc qu'on dit, hein, souvent, il me semble. Voilà. Donc oui, ça m'arrive d'écrire. Dernièrement, je dirais depuis l'été 2018. J'ai une très jolie chose. J'ai vraiment un très joli projet qui devrait arriver cette année, j'espère. Sur un support que j'affectionne beaucoup. Donc, vous le verrez probablement. C'est une façon d'écrire que j'avais jamais faite. Donc, voilà, j'ai pas forcément tout écrit moi. J'ai écrit quelques petites choses. La personne qui a écrit principalement, c'est quelqu'un d'autre. Mais on a travaillé ce projet à deux. Et à côté, moi, de mon côté, toute seule, là, moi personnellement, j'ai un truc en cours, voilà. Mais qui est vraiment à l'état d'embryon. Genre, ça fait une année que je suis dessus. Mais il est toujours au même état, voilà, parce que j'étais vraiment très occupée par ce projet avec cette autre personne, du coup, forcément, j'étais un petit peu... En fait, j'avais pas envie de me scinder en deux et de me donner dans les deux projets en même temps, parce que j'avais peur de les mélanger un petit peu, bien qu'il n'ait rien à voir au niveau des thèmes hein, et des histoires. Je m'étais dit, du moment que le premier projet n'est pas complètement terminé, je continue pas celui-ci, en fait, je continue pas le mien. Le mien, franchement, j'ai le temps, c'est un truc, là... Ça m'a pas lâché et c'est une des premières fois pour mon propre projet, c'est une des premières fois, ça m'arrivait jamais avant, que j'ai vraiment des scènes très détaillées et des aspects de l'histoire jusqu'à la fin, donc j'ai déjà la fin en tête. C'est un truc qui m'arrivait pas avant, quand j'avais pas encore le blog et tout ça, hein, j'essayais, hein, j'écrivais par-ci par-là. Et jamais, en fait, je commençais des trucs et je savais même pas où je voulais en venir, je savais même pas vers quoi je voulais aller, je savais même pas le nom de mes personnages, je savais juste que j'avais envie d'écrire. Mais il y avait jamais rien, en fait, qui sortait parce qu'il y avait littéralement rien. Il y avait pas d'idée, il y avait pas d'histoire, il y avait pas de personnages. Voilà, donc je me mettais à écrire des trucs, j'ai écrit des toutes petites nouvelles, j'ai écrit des fanfictions parce que là... Il y a déjà quelque chose, il y a déjà une base qui t'aide en fait à écrire. Donc c'est comme ça en fait que je m'amusais à écrire. Puis après j'ai complètement laissé tomber parce que je me suis clairement dit je ne suis visiblement pas faite pour ça. Et là, un jour, je marchais pour aller au travail. J'avais une chanson précise dans les oreilles et j'ai vu une scène. Genre, ça m'a rappelé J.K. Rowling qui dit être assise dans le train, regarder par la fenêtre et voir un jeune garçon, cheveux en bataille, les lunettes rondes, passer sur un balai. J'ai fait waouh, ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Je crois que moi aussi je vais devenir millionnaire grâce à mes livres. Non, pas du tout. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment eu cette vision-là. J'ai dit, hé, en fait... Mais trop, et donc voilà. Donc dès que c'est quelque chose qui sera un tout petit peu plus évolué que le stade embryonnaire, je vous en parlerai avec très très grand plaisir et je le partagerai d'une façon ou d'une autre, je sais pas encore laquelle. Comment arrives-tu à lire plusieurs livres en même temps sans te mélanger les pinceaux? Ça, c'est un apprentissage. Non, franchement, c'est comme ça que je le perçois en fait. J'ai la faculté, je pense, je me suis pas spécialement entraînée là-dessus, mais je dois avoir cette faculté de hyper bien réussir à séparer toutes mes lectures. Voilà. Alors à la fois je lis de la non-fiction, donc là c'est difficile de mélanger avec une histoire, un roman que je suis en train de lire, vu que c'est pas du tout la même forme de narration, la même forme d'écriture. Et au niveau des romans, vu que c'est quand même principalement ce que je lis, alors des fois ce que j'essaie de faire c'est de prendre des romans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc vraiment dans des styles différents. Et quand je me rends compte que les styles se rapprochent un peu trop des uns des autres, j'essaie vraiment de mettre mes lectures à des endroits particuliers. Je m'explique. Il y a le livre qui sera avec moi, je vais le trimballer dans mon sac, je vais le lire à la maison, c'est le livre que je lis principal, c'est ma lecture principale, c'est celui-ci. À côté de ça, j'aurai ma lecture boulot, donc ma lecture du travail c'est souvent un service presse d'un truc qui va sortir ou qui vient de sortir, qu'il faut que je lise quand même plus ou moins assez rapidement. Pour ça d'ailleurs je vous renvoie aussi à une autre vidéo où je vous parle à la fois de mes lectures perso et de mes lectures pro. Donc ça c'est un livre que je laisse au travail. C'est celui que je vais lire pendant mes pauses. C'est celui que je vais lire un peu en diagonale. Donc je le lis sans vraiment le lire. Je le lis pour me faire une idée du style. Je le lis pour me faire une idée de l'histoire. Après j'ai ma lecture toilette.
Oui, 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 vous avez bien entendu. Bah, j'ai un livre aux toilettes, tout le temps. C'est pas le livre qui avance le plus rapidement, mais il est là. Quand j'y suis, je le bouquine. Voilà. Et ça évite de perdre du temps. Moi, j'ai toujours l'impression que je perds du temps aux toilettes. Voilà. C'est l'endroit où je me dis, sérieux, y a rien à faire. T'attends, puis y a rien à faire. Donc autant y foutre un bouquin et puis bouquiner. Hein. Avant, je mettais des magazines, mais au final, maintenant, je me dis, bah, autant y mettre un livre, quoi. Enfin, voilà. Donc, hop. Je lis peut-être 2 pages, hop, je remets mon marque-page. Et ça me dérange pas du tout, en fait, de pas continuer. Hein. J'ai pas ce problème-là, en fait. Donc voilà. Je sais pas exactement si c'est la réponse que t'attendais, mais bon, c'est comme ça que je me mélange pas les pinceaux. C'est que j'attribue à un endroit une lecture en particulier. Du coup, je sais que quand je suis à cet endroit-là, je lis ce livre-là, et ça me permet de resituer l'histoire, les persos, etc. Ton métier ne te dégoûte-t-il pas de la lecture parfois ? Non, j'avais hyper peur, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper, que j'ai toujours redouté. Je me dis aïe 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 aïe, être libraire, devoir lire pour le travail, d'être continuellement dans ce monde-là, en fait, au bout d'un moment. Et pas du tout. Justement parce que j'arrive à faire la différence entre mes lectures boulot et mes lectures à moi. Ça, je pense que c'est déjà un des premiers trucs qui m'a un peu sauvée du dégoût littéraire, on va dire. C'est vraiment bien choisir mes lectures, c'est apprendre à connaître ce que j'aime, et pas forcément absolument lire le truc que tout le monde lit alors que ça m'intéresse pas, ou de lire un livre parce que ça serait bien que tu le lises quand même le dernier Goncourt et tout et tout. Mais en même temps, si ça t'intéresse pas le dernier Goncourt, le lis pas, quoi, en fait. Voilà, moi je fais partie de ce genre de lectrice-là, et je respecterais tout à fait un libraire qui fonctionne aussi comme ça. Ça me dérange pas. Moi, un libraire me dit non, j'ai pas lu le Goncourt, je suis pas offusquée, je fais pas genre oh ah bon, oh là là. J'ai eu une remarque l'année passée en librairie, donc en 2019. Ah bah tiens, ça peut être mon moment marquant, tiens. Mon moment marquant de librairie. J'ai un client qui vient et qui me demande du Houellebecq. Je lui demande plutôt le dernier qui vient de sortir en grand format ou plutôt du poche. Ah non, c'est pour découvrir, du coup, plutôt du poche. On arrive au rayon, puis je dis bah voilà, il est juste là. Et puis il me regarde comme ça, il me fait vous en avez déjà lu ? Puis honnêtement, je lui dis non, jamais. Ah, puis vous avez le droit de travailler ici. Alors il m'a dit ça sur un ton qui se voulait un peu je rigole, allez vas-y, sérieux, t'as le droit de travailler là alors que t'as jamais lu Houellebecq ? Et vraiment, sur le moment, je l'ai regardé, je fais bah ouais, pourquoi ? J'ai pas... À ce moment-là, tout de suite, j'avais pas compris sa blague, qui n'était pas spécialement drôle, vous me direz. Puis j'étais là, oui, pourquoi ? Et après il me fait ah non, mais je plaisante et tout, c'est juste que Houellebecq quand même. Oui, c'est un grand auteur, mais justement, en fait, il n'a pas vraiment besoin de moi et de mon conseil et de ma lecture pour être vendu. Et je suis partie. Et le mec était un peu là genre ah oui, c'est vrai, elle a pas totalement tort. Voilà quoi, donc... Et je voulais en venir où avec ça ? Je ne sais plus. Si, le fait que j'ai pas envie, justement, de me dégoûter de la lecture en devant absolument lire des titres pour lire des titres, t'as compris ? Et je pense que c'est là où ça me sauve du dégoût, c'est que les livres que je lis pour le boulot, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo justement, les livres que je lis pour le boulot, dans l'esprit de c'est de la nouveauté, ça se vend maintenant, si tu le lis pas maintenant, ça servirait pas à grand chose de le lire, et de base, est-ce que tu l'aurais acheté toi ? Oui, non, mais là t'as l'occasion de le lire, je choisis toujours des livres qui me font profondément envie. C'est pas forcément un livre que je vais acheter en grand format pour moi, pour ma lecture personnelle, parce que ma lecture personnelle, elle peut dormir 3 ans dans une étagère. Le SP que je reçois au travail, puis que idéalement il faudrait que je lise maintenant, parce que le livre il est maintenant en vente, il me fait quand même envie en fait. C'est quand même un livre que je vais prendre et choisir et lire avec envie. C'est juste pas la même. Il y a la Margot la libraire qui choisit ses livres pour les lire pour le boulot, et il y a Margot la lectrice qui choisit ses livres pour elle. Vraiment réussir à avoir séparé les deux, ça me préserve du dégoût de la lecture. Et je croise les doigts pour que ça reste comme ça indéfiniment. Et c'était la dernière. J'ai continué à slider et il y avait plus rien. Voilà. J'espère que cette foire aux questions vous aura plu. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire si vous avez envie d'approfondir certains sujets. Je viendrai vous lire et vous répondre du mieux que je peux. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite du coup une très douce année 2020. Pas forcément belle. Je trouve que beau, c'est un peu ostentatoire comme ça. Une douce année 2020. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Soyez gentils avec vous-même. Lisez ce que vous avez vraiment envie de lire. Écoutez-vous. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère d'ici pas trop longtemps. Je
plaisante, j'en ai déjà une qui est montée, préparée, tout ça, faut juste que je la poste. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine. La question de la miniature. Pourquoi personne m'a posé cette question sur la miniature, hein? Vous voulez savoir? La miniature, c'est le truc le plus chiant à faire.